Le Niger fait la fierté de l'Afrique. Une unité industrielle militaire s'est mise à produire en quantité industrielle des véhicules de combat. Les véhicules de combat conçus, préparés, montés, fabriqués, produits, mis en opération au Niger. Une industrie militaire endogène, made in Niger, a commencé à fonctionner. Les premiers fleurons de cette industrie sont sortis. Le Niger va être bientôt capable de fabriquer tous ces véhicules militaires. Et il va être capable de fabriquer toute une gamme de véhicules de transport extrêmement adaptés aux conditions du Sahel. Le Niger est en train de s'approprier ainsi plus amplement l'industrie automobile. Vous pourriez dire, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire là-dedans? Le Burkina Faso l'avait déjà fait, le Nigeria le faisait déjà, l'Afrique du Sud le faisait déjà. Non, je voudrais vous faire remarquer que cela est possible parce qu'il y a eu un changement particulier à la tête de l'État du Niger. Et c'est pour ce changement que nous nous battons dans tous les États anciennement colonies françaises ou territoires sous tutelle française. Est-ce que vous savez lequel des changements a eu lieu à la tête de l'État du Niger et qui a permis cette capacité d'investissement, cette capacité de création de richesse? Vous ne pouvez pas le savoir si vous ne savez pas comment on faisait pour investir au Niger avant l'arrivée du président Abdourahmane Tchani. Pour investir au Niger, avant l'arrivée du président Abdourahmane Tchani, on devait aller chercher des lignes de crédit au niveau de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Or, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest est une succursale de la Banque de France. Donc, en fait, pour investir au Niger, il fallait aller chercher des crédits auprès de la Banque de France. C'est donc l'autorité tutélaire française qui décidait d'accorder une certaine création monétaire à un État comme celui du Niger, à condition que celui-ci présente le projet pour lequel il souhaitait bénéficier d'une ligne de financement, ce qu'on a appelé l'aide au développement. Or, quand un État africain de la zone CFA présentait un projet de création d'industrie militaire, ce projet était retoqué à Paris. On disait, ah non, pas question, c'est très dangereux pour la paix sociale dans votre pays, hein. On ne peut pas accepter ça, diantre, hein. Ça perd l'hypopète. Hein. Ah non, 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 non. Mais c'est très inquiétant, ce sont des perspectives inquiétantes pour votre pays. Vous ne pouvez pas vouloir investir 30 à 40 milliards de francs CFA dans la mise en place d'une unité de création de véhicules militaires, alors que des gens meurent de faim, alors que l'analphabétisme frappe 70% de la population dans certaines régions du Nord. Vous ne pouvez pas. Alors, vous n'avez même pas construit suffisamment de dispensaires. Mais c'est juste incroyable. On ne peut pas vous accorder cette ligne. Si on doit vous accorder 40 milliards de francs CFA, c'est à condition que ce soit pour les programmes d'éducation aux questions du genre, les libertés sexuelles, c'est pour travailler sur l'alphabétisation, sur la bonne gouvernance, ça va être pour travailler sur la démocratie, ça va être pour remplir les critères de Bretton Woods, les conditionnalités, et atteindre les objectifs du millénium. Hein? Tu demandes 40 milliards de francs CFA pour construire une unité de fabrique de véhicules de transport militaire. On te multiplie les conditions. Quand tu sors de là-bas, ta tête est grosse comme ça. Tu dis, hein? C'est toujours pour 40 milliards de francs CFA que je dois remplir toutes ces formalités. Quand on te donne la liste des formalités, le cahier des formalités, on appelle ça le cahier de charge. Il a 250 pages. Wow! Être ministre chargé du développement dans une république néocolonisée par la France, wallahi, c'était difficile. Tu viens à Paris négocier une ligne budgétaire de 40 milliards de francs CFA. On te donne un cahier de charge de 200 pages. On dit, va préparer toutes ces pièces et reviens nous voir. Et on fait exprès. On met des pièces que tu n'auras jamais. Quand tu viens, on dit que le dossier n'est pas complet. Donc, en fait, quand tu devais monter un projet de développement avec un financement par création monétaire de la Banque centrale, tu pouvais atteindre facilement 2 mandats sans avoir eu le décaissement de ce projet. Et on pouvait te lancer dans des miettes du genre 1 milliard de CFA, 2 milliards de CFA. Et on rigole en disant, on a fait des efforts. Hein. C'est quand même pratiquement 10 millions d'euros. Attention quand même. Hein. Alors, il faut en faire un usage
Il faut en faire un usage vraiment très parcimonieux. Hein. Ah non, non, non. Vous savez, nous sommes très à cheval sur les conditions budgétaires et la... Il y a des gens qui ont été ministres en Afrique pour rien, qui auraient dû refuser qu'on les nomme ministres. Parce que si on te nomme ministre, pour aller négocier des crédits qui ne te sont jamais accordés, pour réaliser des projets de développement qui ne sont jamais financés, tu es ministre pourquoi? Tu n'es pas ministre, tu es un sinistre. Vous avez compris? Donc, pourquoi on ne pouvait pas construire l'embryon d'une industrie militaire au Niger? Mais parce que la France l'empêchait. L'aide française au développement, les financements du FMI et de la Banque mondiale sont conditionnés par le fait qu'ils veulent t'imposer l'usage que tu vas faire de cet argent. Si tu dis, prêtez-nous 40 milliards, nous voulons créer une centrale nucléaire, ils disent non. C'est très dangereux. Vous savez, en plus, le Sahel qui est infesté par le terrorisme, ça pourrait être la source d'une catastrophe. Mais réfléchissez. Nous avons des experts qui ont travaillé sur la question, mais le Niger ne mérite pas une centrale nucléaire. Ah non! Mais c'est très grave que vous puissiez imaginer une chose pareille. Vous devez aller vers le développement durable exclusivement. Entre-temps, eux, leur centrale nucléaire fonctionne avec l'uranium du Niger. Est-ce que vous voyez comment les gens sont mauvais? Alors, il faut que vous compreniez comment, en moins de 2 ans au pouvoir, il est arrivé au pouvoir le 26 juillet 2023. Nous ne sommes même pas encore arrivés le 26 juillet 2025. Comment le président Tiani peut se permettre de lancer une unité de production de véhicules militaires 100% made in Niger? Eh bien, la raison est toute simple. C'est que le Niger est désormais capable de financer sur fonds propres son développement. Et qu'il a des partenaires qui sont capables de lui livrer l'équivalent de son argent. Le Niger ne passe plus par la Banque de France pour acheter ce qui est important pour son développement. Le Niger l'achète directement sur le marché mondial. Et il y a 2 façons d'acheter sur le marché mondial. Lorsque tu vends tes matières premières aux puissances étrangères, elles te payent dans les devises de leur pays. On te verse des roubles, on te verse des roupies, on te verse des yuan. N'est-ce pas? On te verse la monnaie brésilienne, là, on t'en verse. On te verse la monnaie vénézuélienne. Tu as tout ça, là. On te verse des dollars. Maintenant que tu as donc tout ça, quand toi tu veux acheter des brevets, quand tu veux acheter des pièces détachées, quand tu veux acheter des machines de fabrication de pièces détachées, est-ce que tu as besoin d'écrire un message à Paris pour faire ça? Répondez vous-même. Quand tu possèdes une abondance de réserves en devises étrangères, est-ce que tu as besoin d'écrire un courrier au gouvernement Macron pour acheter les machines-outils te permettant de commencer l'industrialisation de ton pays? Souvenez-vous, le Niger, le fameux chèque qui a rendu la France Afrique folle. Quand le Niger a engagé son projet d'exportation de son pétrole par le terminal de Sémékodji. Vous vous souvenez? Le premier chèque chinois, pratiquement 500 millions de dollars, ont été payés cash. Je dis bien cash au Niger. 500 millions de dollars. Un pays qui vient d'avoir dans ses caisses 500 millions de dollars, qu'est-ce qu'il ne peut pas acheter? Il peut acheter ce qu'il veut en Turquie, il peut acheter ce qu'il veut en Russie, il peut acheter ce qu'il veut en Iran, il peut acheter même indirectement ce qu'il veut aux États-Unis, en passant par les bons chemins, il peut l'acheter. Oui ou non? Donc, écrivez très bien que c'est parce que le Niger s'est mis à commercer en voie directe avec ses partenaires internationaux que le Niger a renfloué ses réserves en devises étrangères et peut désormais s'approvisionner sur le marché international sans passer par Paris. Ce n'était pas possible sous les chefs d'État soumis au néocolonialisme français. Voilà pourquoi tous les 15 pays africains qui avaient des chefs d'État soumis au néocolonialisme africain ne se sont jamais développés. Parce que chaque fois qu'ils soumettaient des projets de développement à leurs patrons, on disait que c'est pas bon. On disait que c'est pas le moment. On trouvait des raisons. C'était du dilatoire en permanence. Un ministre d'un pays sous l'empire du néocolonialisme français, c'est un ministron. C'est-à-dire, c'est un pantin qui ne sert presque à rien. Aucun de ses dossiers principaux n'avance. Et s'il parle trop, on demande qu'on le dégomme. Il a un côté rebelle. Hein. Il faut faire attention. C'est quelqu'un qui pourrait nous amener un esprit revanchard. Hein. C'est quelqu'un... On dit, Abia, dégagez-le.
On dit à Ouattara, dégagez-le. Dégagez-le. On dit à Bazoum, vous prenez ce qu'on vous donne. On ne veut pas entendre un mot. Si un de vos ministres parle, vous le dégagez. Vous avez vu comment a été traité le général Salif Oumoudi. Quand il est chef d'état-major de l'armée nigérienne, il est allé au Mali, il a vu comment les Maliens combattaient efficacement les terreaux. Il revient pour expliquer ça à Bazoum. On envoie une délégation de Paris, on dit dégagez ce type-là. Dégagez-le. Dégagez Salif Oumoudi. Il a été dégagé en mondovision. Pourquoi? Parce qu'il menait une politique qui risquait d'amener le Niger vers ce que nous voyons aujourd'hui. La souveraineté retrouvée. Et puis, autre chose. Le financement direct de l'économie est possible dès lors que vous avez vos propres réserves d'or. Vous ne prenez plus vos réserves d'or pour aller les déposer à la Banque centrale française. Quelle folie. Certains même, j'ai appris récemment, en faisant mes investigations, que le Cameroun avait pris une partie de ses réserves d'or et était allé les garder aux États-Unis. Dans les coffres de la Fédérale Réserve américaine. Le Cameroun a pris ses réserves d'or au Cameroun. Il allait les garder là-bas. C'est du jamais vu. En pidgin English du Cameroun, on appelle ça Balok Pikin, c'est-à-dire les enfants maudits. Et il n'y a que des enfants maudits d'un continent qui peuvent prendre les réserves d'or de leur pays, aller les déposer dans une autre banque. Aujourd'hui, une banque centrale d'investissement sahélienne a vu le jour. Le Mali, le Niger, le Burkina Faso vont mutualiser leurs efforts et vont avoir une capacité de financement inégalée par un État d'Afrique francophone, anciennement colonie française. Pourquoi? Parce que ces pays sont en train de constituer en tonnes leurs propres réserves d'or et que ces pays sont en train de constituer leurs propres réserves de devises internationales. Et que ces pays peuvent payer directement dans le commerce international, y compris même en passant par le mécanisme des crypto-monnaies, sans passer par Paris. Écrivez ça. C'est ce qu'il faut comprendre. Nous arrivons à la conclusion de cette émission, mes chers amis. Merci. Merci à celles et ceux qui l'ont partagé massivement. Un dernier point. En conclusion, mais quels sont les événements attendus dans cette année 2025? Bon, je vous le dis, la chute du régime de Ouattara Draman, normalement. La chute du régime de Paul Biya, normalement. En cette année 2025, ce sont des événements qui sont très attendus. Ce sont deux régimes dont la chute tient à cœur aux Africains, très à cœur aux Africains. D'accord? Et il y a des régimes qui sont en train de ruser pour essayer de durer. Il y a aussi le régime de Talon, on s'attend à ce qu'il chute. J'ai vu qu'au Togo, le président togolais a recouru à une ruse pour dire que lui n'est plus président de la République. Il a pris tous les pouvoirs de président de la République, il a mis ça sur le président du Conseil. Il a laissé désigner un certain monsieur Tovi ou Tové comme président de la République. Il a vidé le poste, tout le contenu, il est parti avec. Il est parti avec pour mettre dans le poste de président du Conseil. Mais quand même, les Togolais sont un peuple cultivé. Tout le monde sait que c'est toujours lui, l'homme fort, de Cotonou, de Lomé. Tout le monde sait que c'est toujours Faure Gnassingbé qui est le vrai chef. Donc la manœuvre qu'il fait là ne suffira pas à résoudre la crise politique togolaise. Il va falloir permettre à toutes les Togolaises et à tous les Togolais de vivre librement chez eux. Et il va falloir renoncer au pouvoir. Le pouvoir ne peut pas appartenir à une famille. Que ceux qui connaissent le nouveau président du Conseil et le nouveau président de la République du Togo, qu'ils aillent leur dire que ça n'est pas passé, les Africains ont vu l'entourloupe. Personne n'est impressionné par ce tour de passe-passe. Moi, Niamsi ou Cameroun, je ne peux pas dire que ce que j'ai vu là est convaincant. Ça ne me convainc pas. Ça ne convainc pas la majorité des Togolais. Donc, là-bas aussi, le changement politique risque d'arriver à tout moment. Parce que les comptes ne sont pas bons. Mais en tout cas, il y a deux pays qui sont fortement attendus. Là, cette année. Le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Africains, Africains, aidez-nous.
à mettre fin au régime criminel du Cameroun et de Côte d'Ivoire. La chute de ces deux régimes aura un effet qualitatif positif énorme sur tout le continent. En Afrique de l'Ouest, vous voyez comment Alassane Ouattara est nuisible. Il est nuisible jusqu'au Tchad. Jusqu'au Tchad. Le type est dedans. Tout ce qui est de nature a retardé l'Afrique. Biya, lui, il est nuisible par principe. Toute la région d'Afrique centrale est paralysée à cause de ce vieux grigou qui a réduit la politique à l'art de conserver le pouvoir. Et qui ne fait rien de bon pour le peuple camerounais depuis 42 ans. Sa chute va accélérer la chute de toutes les dictatures comparables, celle de Sassou au Congo. Les Obians vont se mettre à pisser dans leur froc. Oligui Nguema ne va pas durer quand Biya aura été déposé par la révolution panafricaine. Tous les satrapes d'Afrique centrale qui n'ont pas fait l'effort d'aller vers la vraie souveraineté, qui n'ont pas fait l'effort d'aller vers la réconciliation, ils vont trembler. Mais il y a deux pions là qui doivent sauter. Deux pions. Biya au Cameroun, Ouattara en Côte d'Ivoire. Et je vous dis ma conviction profonde, c'est que cette année va être particulièrement décisive dans les deux pays que j'ai cités. Mon pays natal, le Cameroun, et ma terre adoptive, le Côte d'Ivoire. C'est ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Je ne vais pas m'étendre davantage. J'aurai l'occasion d'y revenir. Mais j'ai déjà donné plusieurs émissions avant pour montrer le rôle nocif que ces deux régimes jouent aujourd'hui dans le retard en Afrique de l'Ouest et dans le retard en Afrique centrale. Vous êtes d'accord avec moi que si ces deux régimes tombent, la carte géopolitique de la domination néocolonialiste en Afrique et de la domination impérialiste en Afrique change. Et dans ces pays-là, contrairement aux apparences, ce changement radical, révolutionnaire est en cours. Et ma conviction est qu'il aura lieu si les étoiles de l'action, de la lucidité, de la solidarité africaine, s'alignent à perfection. Je vous remercie. Merci infiniment à celles et ceux qui ont partagé cette émission. Merci infiniment à celles et ceux qui continuent à prendre un abonnement spécial sur nos chaînes YouTube, TikTok, Facebook pour nous soutenir. Merci infiniment. Votre soutien nous honore dans la distribution des pains spirituels de la liberté des Africains. Gang, 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 gang. Gang, 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 gang. Gang, 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 gang. Bonsoir à toutes et à tous. Soyez bénis. Merci à celles et ceux qui ont partagé ce programme et qui l'ont protégé. Vive les peuples africains en lutte. À bas la France-Afrique. À bas le néocolonialisme. À bas l'impérialisme. À bas l'impérial terrorisme. Merci à celles et ceux qui continuent à acheter, à lire, à partager et à distribuer notre maître ouvrage, l'impérial terrorisme, disponible sur Amazon, où que vous soyez dans le monde. Disponible à la librairie Grand Hôtel de Bamako, disponible à l'ONEP de Niamey, et bientôt, il sera fortement distribué au Burkina Faso. Que Dieu le veuille. Soyez bénis. Nous étions près de 6000 personnes en direct sur Facebook et YouTube. Je vais maintenant savoir combien nous étions sur TikTok. Mes amis sur TikTok, merci de partager massivement l'émission. Encore un tour. Sur Facebook aussi. Encore un partage. Et vous autres sur YouTube, encore un partage. Merci de votre fidélité. Merci. Voilà, vous étiez 21 000 personnes en direct. 21 000 personnes en direct de TikTok. 21 000 personnes. Soit donc un peu plus de 27 000 personnes en direct de cette émission au total. Soyez bénis. Soyez bénis. Bonsoir. Merci beaucoup. N'oubliez
N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.